Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, c'est le jour de la grande interview et on va s'intéresser à la French Tech Grand Paris. De quoi s'agit-il? Et bien, on verra ça avec Alexandra André qui en est la responsable. Et puis, on aura rendez-vous avec le Cercle de la Donnée qui pousse une idée, celle d'éduquer un usage soutenable des data. Mais d'abord, je propose qu'on s'intéresse au plan thermostat. Quels appareils choisir pour bénéficier de l'aide de l'État? C'est tout de suite 3 questions A dans Smart Tech. Alors, le gouvernement a décidé d'offrir une aide financière pour l'installation de thermostats connectés. Excellente nouvelle. Mais alors, quelles en sont les conditions? Quels appareils choisir? Quels sont les appareils, d'ailleurs, qui peuvent nous permettre de bénéficier de cette aide? On voit ça avec mon invité Benoît Caudy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des produits énergie, c'est Netatmo. Netatmo, entreprise française spécialisée dans les objets connectés pour la maison, filiale du groupe Legrand. Alors déjà, quelles sont ces conditions pour bénéficier de l'aide? Éclairez-nous. Alors déjà, je pense qu'on peut parler du contexte en premier lieu. Le contexte, ça va être le gouvernement qui a décidé, du coup, via un décret, de rendre obligatoire les thermostats dans tous les foyers à partir de 2027. Mais pas forcément connectés. Pas forcément connectés. Des thermostats qui permettent de réguler la température pièce par pièce. Tout à fait. Ouais. Donc le pilotage centralisé. Il y a un thermostat, donc ça va être la chaudière ou la pompe à chaleur. Et dans chaque pièce, effectivement, donc les radiateurs qui vont être disposés dans chaque pièce pour plus d'efficacité énergétique. Donc ça, c'est le premier point de contexte. Le deuxième point de contexte, ça va être finalement ce coup de pouce, effectivement, du thermostat qui va accompagner l'obligation d'un thermostat progressive et qui, du coup, lui, va être vraiment centré sur la partie connectée. Oui, et alors donc c'est intéressant parce que vous avez raison, cette mise en contexte, elle est intéressante, oui, au sens où ça permet de faire la différence entre le thermostat que je peux régler, oui, pièce par pièce, et le thermostat connecté qui, lui, bénéficie de cette aide financière. Qu'est-ce que ça veut dire de dire un thermostat connecté? À quoi on le reconnaît? Alors, un thermostat connecté, ça va être quelque chose qui va être relié à une application et du coup qui va vous permettre d'accéder et de prendre le contrôle à tout moment sur votre chauffage. Donc, ça va être finalement une application plus un produit physique et donc le fait de pouvoir contrôler à tout moment depuis n'importe où. Mais ça veut dire que les données, elles sont hébergées à distance sur un serveur? Il va y avoir celui du fabricant? Il va y avoir des données locales dans le produit et puis effectivement on va centraliser tout dans un cloud et qui va nous permettre de centraliser l'ensemble des données, de pouvoir vraiment piloter. Et pour trouver le bon dispositif, à quoi il faut être vigilant? Est-ce que ce dispositif, ce thermostat connecté, il doit être labellisé pour nous permettre de bénéficier de l'aide, par exemple? Alors, est-ce qu'il doit y avoir une indication à vérifier sur l'emballage? Alors, l'aide de l'État, elle s'adresse à tout le monde, finalement, qu'on soit propriétaire ou locataire. Il faut avoir donc ça s'adresse uniquement au chauffage individuel. Donc ça va être les chaudières, les pompes à chaleur, ça va être même des radiateurs électriques. Et donc du coup, il n'y a pas forcément de contraintes par rapport à des labels, etc. Ça va être vraiment, on va avoir des thermostats qui vont être connectés, donc qui vont pouvoir. Après, il y a une classification malgré tout sur les thermostats, oui, qui sont, bon, c'est des termes un peu plus techniques, mais... oui, mais pour le consommateur, il doit regarder quoi sur la boîte? Il faut qu'il écrit quoi? Il n'y a pas de... Connecté. Il n'y a pas de spécificité. Mais il faut qu'il écrit connecté. Oui. Il faut qu'il y ait écrit connecté. Après, ça va être surtout la démarche d'installation qui va être importante dans l'offre. Parce qu'en fait, comment se passe l'installation? Voilà, justement. Donc, dans le cadre de l'offre, il faut absolument passer par un professionnel pour bénéficier de l'offre. Ça veut dire qu'il faut réaliser un devis, donc acheter le produit, plus le faire installer par une même entreprise. Et c'est cette même entreprise qui va être, du coup, signataire de la charte coup de pouce du gouvernement et qui va, du coup, s'inscrire dans le cadre de l'aide. Donc, c'est vraiment cette démarche qui va être importante, plus que le produit, puisque le professionnel saura proposer le bon produit qui répond à l'offre derrière. Et cette installation, elle engage des travaux? Alors justement, il y a, dans la partie thermostat connecté, il y a quand même un axe où ce qui est important, notamment chez Netatmo, ça va être le parcours client. Et donc, on veut que ces solutions soient particulièrement faciles à installer. Donc, forcément, installer un thermostat dans une chaudière, c'est quelque chose où on peut avoir de l'impréhension. Oui. Donc, il va y avoir des profils qui vont être plus à l'aise pour le faire et d'autres qui vont, pour le coup, appeler un professionnel. Et c'est là où l'offre est intéressante d'équipement, enfin l'aide de l'État. C'est du coup, on va s'adresser à ces personnes qui mettent quelques freins à l'installer par eux-mêmes et qui, du coup, vont être accompagnés dans l'installation. Alors, donnez-nous, c'est ma dernière question, une idée des économies qu'on peut réaliser quand on passe à un thermostat
connectés, mais à mettre en regard, s'il vous plaît, avec le coût d'investissement que ça représente aussi. Tout à fait. Alors, du coup, dans le cadre de l'aide de l'État, ça va être un thermostat plus des têtes thermostatiques. Donc, c'est vraiment les têtes, les vannes qu'on voit sur chaque radiateur dans chaque pièce. Donc, pour le coup, donc c'est vraiment le cadre de l'aide de l'État. Ça va être un thermostat central plus des thermostats sur chaque radiateur pour le pilotage pièce par pièce. Donc, le coût moyen, donc après, il faut le ramener aussi à une installation par un professionnel. Donc, l'aide, elle va de 260 € à 624 € selon la surface chauffée. Et en fonction de ça, nous, on estime une installation moyenne autour de 600 €. L'État communique sur jusqu'à 80% de prise en charge. Donc après, il y a toujours cette logique d'installation d'un thermostat sans passer par l'aide, qui, elle, du coup, va être entre 150 et 200 € pour un thermostat classique, enfin connecté pour le coup, mais voilà, sans passer par l'aide. Et après, il faut ajouter les têtes thermostatiques sur chaque radiateur. Donc ça peut être des montants importants, mais qui du coup sont rentabilisés, puisque dès la première année, on voit nos utilisateurs, donc qui sont 9 sur 10, à déclarer avoir réalisé de vraies économies sur leur facture d'énergie, et sans avoir à réaliser des travaux, encore une fois, puisqu'on s'adresse, ça Combien s'installe à peu près d'économies ? Alors, les économies, elles vont jusqu'à 250 € selon nos utilisateurs. Par an. Donc, on voit vite le bénéfice par rapport à quelqu'un qui n'a pas de thermostat. Et c'est une moyenne, parce qu'il y a tellement de factures différentes. C'est quoi ? C'est 15% sur la facture, moi, c'est ce que j'avais vu. Voilà, l'ADEME communique sur 15% pour juste un thermostat, sans aller sur l'installation pièce par pièce. Nous, on considère que ça va jusqu'à 30% d'économie, vraiment pour une personne qui n'a pas du tout installé de thermostat et qui va faire la démarche d'installation. Merci beaucoup, Benoît Caudy, responsable des produits énergie chez Netatmo, pour vos explications. Allez, on enchaîne avec notre grande interview. On part étudier ce qui se passe du côté de la French Tech Grand Paris. Je suis en compagnie d'Alexandra André, c'est la patronne de la French Tech Grand Paris. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bonjour Delphine. Bonjour, qu'est-ce que la French Tech Grand Paris ? Alors, il va falloir que je fasse un petit cours sur ce qu'est la French Tech tout court. Bon, parce que la French Tech, on a en tête la mission French Tech, qui est directement reliée à la politique gouvernementale, mais les French Tech, elles sont indépendantes. Oui, tout à fait. En fait, il y a 17 capitales French Tech. Maintenant, il y en a une petite nouvelle depuis cette année, qui sont en gros des associations labellisées en région, donc labellisées French Tech pour 3 ans, et qui ont pour objectif de porter une partie des programmes de la mission French Tech sur les territoires. On a également les French Tech à l'international, qui sont de l'ordre de 67. Okay. Donc la French Tech est représentée partout dans le monde grâce à ça. Bon, alors là, vous avez quelques startups qui sont parties à Davos, j'imagine. Alors, il y a eu plusieurs startups qui sont... président Emmanuel Macron. Ouais, il y a eu plusieurs startups qui sont parties à Davos dans différentes sujets et industries. On va avoir de l'agri, on a de l'énergie. C'est intéressant pour elles de se déplacer, d'aller là-bas ? En fait, je pense que ça leur fait gagner un temps fou en termes de business développement, de signature de contrats et puis d'ouverture sur des pays internationaux en termes d'implantation. On vient avec une délégation, on vient avec le président. Donc, c'est une ouverture de porte et une assise assez forte, ouais. Ok, alors on enverra les résultats, peut-être on pourra les partager ensemble, mais plus tard. Quand je vous pose la question de qu'est-ce que ça veut dire être la patronne de la French Tech Grand Paris, en quoi consiste votre travail très précisément ? Vous dites on a des missions, notamment qu'on reprend de celles de la mission French Tech. Comment vous les mettez en œuvre ? Quel est votre quotidien ? Alors, nous, on a pour objectif de structurer, d'accompagner cet écosystème, de faire en sorte de porter la croissance de nos startups. Donc, on va les accompagner au travers... Alors, sur la French Tech Grand Paris, on a un positionnement un peu atypique, puisque nous, on a positionné la French Tech Grand Paris comme un accélérateur BizDev pour les startups. Donc, on essaie de leur apporter des contrats ou de les faire collaborer tant avec les grands groupes qu'avec les services publics et administrations, en fait, tous ceux qui peuvent être donneurs d'ordre quelque part. C'est pas une mince affaire, on le sait, c'est très compliqué. C'est-à-dire, vous allez chercher à organiser des rendez-vous, créer des événements, des rencontres ? On peut organiser des sourcings, même, on va jusqu'à organiser des sourcings. On a des grands groupes qui nous disent, voilà, moi j'ai une verticale spécifique, upcycling, recycling, trouve-moi une trentaine de startups que tu estimes intéressante dans la stratégie d'accompagnement de croissance de notre groupe sur cette verticale. Donc effectivement, là, on va sourcer. Ensuite, on organise effectivement beaucoup d'événements. On fait des événements autour du financement de l'innovation dilutif, non dilutif. On fait des événements autour de l'achat, justement. Là, avec Raise
Lab et le Hub BPI, on va faire un événement, on aimerait faire venir le Conseil national des achats, mais on ne l'a pas encore organisé, mais pour faire comprendre aux startups comment on collabore avec les directions des achats des grands groupes. Parce que là-dessus, ça peine à évoluer. La collaboration start-up grand groupe, ça reste difficile. Ouais, ça reste Pourtant, assez c'est un difficile. sujet dont on parle, mais je ne sais pas, depuis le début de la Startup Nation. Bon, vous allez me dire, c'est pas très vieux, mais quand même. Non, c'est une désespérance. Alors, il y a des belles success stories. On a Total Energy qui vient de racheter 3 startups. On a LVMH qui fait un travail de dingue via son incubateur auprès d'ailleurs, on voit Vivatech, le stand LVMH est absolument incroyable. Ouais, on voit, je sais pas, DoCapot, il y a plein de grands groupes comme ça qui arrivent avec leurs startups aujourd'hui. Et on a Vivatech qui a été créé en 2017 par Maurice Lévy, Publicis et les Échos, qui avait ce rôle-là, qui était la collaboration start-up grand groupe et qui a impulsé effectivement beaucoup de choses. Et pourtant, vous nous dites, c'est désespérant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on en est encore beaucoup au schéma, on fait des POC, mais on ne signe pas des contrats cadres, on est contrats dans la durée. Sauf que les POC, ça défocus beaucoup les startups de leur business. Elles sont persuadées qu'elles vont faire un gros contrat avec le grand groupe et pendant ce temps-là, elles ne vont pas chercher d'autres clients. Et je pense que les grands groupes se vendent, ne savent pas comment intégrer. Il y a aussi une histoire, je pense, culturelle. De mix entre des équipes des grands groupes avec les équipes des startups. Et tout ça, toute cette mayonnaise a encore du mal un peu à prendre. Mais on avance, ça va dans le bon sens. Et alors, vous êtes une association. Tout à fait. Vous avez vous-même un modèle économique, vous êtes une start-up. Alors, on est comme une start-up, ça c'est indéniable. D'ailleurs, j'ai repris la direction moi, il y a 9 mois. Je suis arrivée directement, je me suis dit, je vais automatiser tout le process d'adhésion, je mets un CRM hyper calé en place, etc. Et je me forme au no-code. Là, je fais former mes équipes à l'IA. Donc, on est comme une start-up. Avec votre transformation numérique à vous, quoi. Exactement, d'une association. Avec les moyens qu'on a, surtout dans une association, c'est le sujet souvent. Et donc, nous, notre modèle économique, on est en partie subventionné par le gouvernement et donc la mission French Tech pour opérer une partie de leur programme. On est ensuite le modèle des adhésions. Alors, sur les adhésions, on a les adhésions start-up, grands groupes, fonds d'investissement et incubateurs, accélérateurs. Et puis ensuite, on a les partenaires privés qu'on va chercher et avec lesquels on va organiser des événements, des études, des livres blancs. Alors, vous devez être la French Tech la plus riche de France, parce que Grand Paris, c'est là où on trouve le plus important vivier de start-up, non ? Alors, je viens de reprendre la direction. Grand Paris a 3 ans seulement. Okay. French Tech Grand Paris. Bordeaux a 10 ans. Ils ont, je crois, pas loin de 2000 membres. Oui. C'est une super belle French Tech. Philippe Métayer, qui en est le directeur, a fait quelque chose de dingue. Je m'en inspire beaucoup. Mais on a clairement un potentiel incroyable. Combien vous avez d'adhérents aujourd'hui ? On en a 300. Je suis arrivée, on en avait 100. En 6 mois, on en a fait rentrer plus de 200. Mais avec une vraie proposition de valeur en face. On a vraiment tout remis à plat, tout revu. Et l'objectif, c'est d'aller chercher les chiffres qu'ont un France Digital. France Digital, aujourd'hui, ça doit être 2000. C'est une très, très belle association qui est très anglais sur le lobbying. Ouais. Nous, on est plus anglais sur le business développement, donc on est très complémentaires les uns les autres. Et d'ailleurs, on fait des choses ensemble. Mais c'est merveilleux. Alors, nous, on a une chance, c'est qu'on a la marque French Tech. Et ce qui est très intéressant en étant French Tech, et on est la seule association à faire ça, c'est qu'on opère un programme qui s'appelle French Tech Central et qui est, en fait, on est le lien entre tous les référents start-up des plus de 60 services publics et les start-up. Okay. Et moi, j'ai eu le cas d'un de nos membres qui, l'autre jour, me dit « Écoute, Alexandra, ça fait 3 mois que je ne m'en sors pas avec l'URSSAF. Est-ce que tu peux m'aider ?» Je l'ai mis en contact avec notre référent et vrai de vrai, en une demi-heure, son problème avait été levé. Voilà, vous allez avoir plein d'adhérents d'un seul coup, j'imagine, Alexandra. Alors, vous parliez de missions que vous opérez pour le gouvernement dans le cadre de la mission French Tech. Lesquelles sont-elles pour la French Tech Grand Paris ? Alors, on opère un programme que je trouve assez extraordinaire qui s'appelle French Tech Tremplin, qui est sur l'inclusion-diversité, oui. Qui est pour les gens issus des quartiers prioritaires de la ville, RSA, mais qui ont l'envie d'entreprendre, qui ne savent pas par où et comment le faire. Donc il y a 2 phases. Il y a une phase préparation à l'entrepreneuriat et une phase incubation qu'on va opérer en partie avec des incubateurs. Il y a des bourses qui sont données, pour ça, qui sont de plus de 22 000 € données par l'État, pour accompagner, alors par projet en plus, donc c'est quand même très smart et très chouette. Ouais. Et ça donne la chance à des jeunes qui, malheureusement, n'ont pas fait HEC, l'ESSEC, toutes ces grandes écoles de commerce, de quand même monter leur business. On a quelques jolies histoires.
Et ça, c'est vraiment chouette. Et on essaie, nous, de les valoriser d'autant plus pour leur donner l'accès à des grands groupes. Donc, French Tech Tremplin. Donc, Tremplin. On a Je choisis la French Tech qui a été lancé par le ministre Jean-Noël Barrot au mois de juin, qui a pour objectif de motiver, impulser plus de fléchage des achats vers les startups françaises plutôt que européennes ou américaines. Ça, c'est valable autant pour le public que pour les grands groupes. Donc, il y a même la BPI là, qui lance un programme de formation des achats à l'achat des startups, à l'achat des prestations des startups. Ouais. Et en fait, on opère partout en France des événements de mise en collaboration, start-up grand groupe, de rencontres, start-up grand groupe. Moi, j'ai fait un gros événement sur la commande publique où il y avait 17 personnes en intervenant. On a fait des ateliers de travail pour voir quels sont les freins, les leviers à lever. On a fait venir la direction... la direction des achats de l'État et l'UGAP pour comprendre comment les services de l'État achetaient de la tech et du service start-up. Voilà, et donc on essaie d'acculturer, on essaie d'ouvrir les portes sur Je choisis la French Tech. Après, on en a un troisième qui s'appelle RISE, qui est du financement de l'innovation. Donc, c'est comme une espèce de levée de fonds. C'est un concours annuel. Chaque French Tech régional élit sa pépite qu'elle vient présenter à Bercy devant des fonds d'investissement. Et puis, il y a un grand gagnant qui reçoit un montant de financement annuel. Voilà. Nous, on n'opère pas French Tech 120, Next 40 et French Tech 2030, qui sont les gros programmes gérés directement par les équipes de la mission French Tech. Mais on va opérer plein d'autres programmes à côté. Et 2024, vous avez envie de mettre l'accent sur quoi ? Alors, moi, j'ai deux sujets. Donc c'est une année compliquée pour les startups. Alors, ça l'est sur le financement de l'innovation. Pour l'économie, j'ai envie de dire de manière générale. Hein. Ouais. Ça l'est beaucoup sur le financement de l'innovation, mais comme ça l'a été sur 2023, parce que... alors moi, je viens de fonds d'investissement, hein, j'ai passé 7 ans chez Serena avant, donc le sujet, je le vois très bien. Donc VC, on n'est pas dans une crise du financement, on est juste dans une normalité. C'est juste les années précédentes où c'était complètement parti. Quand on s'habitue à ça, c'est un peu difficile de retomber les pieds sur terre. On est d'accord, mais une entreprise, la réalité, c'est d'être rentable ou en tout cas d'avoir des clients au départ. Et on avait complètement perdu cette vision de l'entrepreneuriat et de la gestion d'une boîte. Donc on revient sur des vrais fondamentaux. Et oui, ça va être compliqué. Mais moi, je ne suis pas sur ces sujets-là cette année. Je suis sur deux autres sujets que je porte avec un collectif. Le premier, je porte avec un collectif qui est le sujet de l'emploi des plus de 50 ans dans la tech, qui est quand même un gros problème, puisqu'aujourd'hui, il y a 7,7% de plus de 45 ans et seulement 2,2% de plus de 55 ans. Donc, on est quand même très, très loin des standards et des schémas. Il y a plusieurs... Donc, on a sorti les résultats de l'étude la semaine dernière. Ça correspond à une volonté de politique publique aussi, ça, hein, l'emploi des seniors. Hein. Complètement. Bruno Le Maire veut durcir, entre guillemets, le fait que... Enfin, en tout cas, limiter le fait que les seniors restent au chômage jusqu'à leur retraite. On a reculé l'âge de la retraite. Enfin, la population est vieillissante. Ouais. Donc, à un moment donné, les seniors sont tous là. Ce qui est quand même dommage, c'est qu'il faut que les startups comprennent que les seniors ont une expérience qui peuvent apporter un cadre hyper chouette sur des équipes de jeunes. Ils ont souvent une connaissance sectorielle hyper pointue, hyper affinée, et ils ont un mauvais prisme. Alors oui, souvent les salaires sont un peu plus élevés, mais en attendant, quand on est en fin de carrière, on est capable de revoir aussi son salaire pour ne pas être sur le carreau, socialement se retrouver de côté. Et by the way, rejoindre des entreprises entrepreneuriales hyper chouettes. Et le deuxième prix, c'est de se dire, les plus de 50 ans et les seniors ne savent pas prendre en main des outils métiers. Mais en fait, c'est pas vrai, ça fait déjà des années qu'ils le font. D'ailleurs, je vais dire qu'on le fait, parce que j'ai 46 ans, donc quelque part, plus senior, enfin entre guillemets senior, c'est plus de 45, donc je suis dedans. Ça va vite. Et je suis pas une digital native, mais j'ai su prendre en main et me former, etc., etc. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, et je suis en train de discuter avec des acteurs comme l'ADEME et autres, c'est la sobriété numérique. On prend la transition écologique souvent dans son ensemble, mais la tech est quand même très consommateur. Très consommatrice, émetteur et énergivore. Ouais. Et donc, je vais beaucoup travailler sur la sobriété numérique. C'est-à-dire, parce que au-delà de l'intention, comment vous voulez travailler dessus ? Alors ça va être tout le schéma de réflexion. Si avec l'ADEME, là, on y va. Et j'ai deux autres partenaires éventuels qui aimeraient le porter avec nous. Et j'aimerais bien le porter avec les autres capitales French Tech, d'ailleurs. Okay. Où on réfléchit typiquement à faire une fresque du numérique, de la sobriété numérique
numérique sur le national, de former le plus de personnes possible en un court temps à ce que c'est que concrètement la sobriété numérique. Qu'est-ce qu'on met derrière? La frugalité, la sensibilisation, etc. Typiquement, il y a une loi qui existe qui dit que on pourrait détruire les emails marketing au bout de, je ne sais plus si c'est une semaine ou 2 semaines, je n'ai pas encore trop travaillé le sujet, qui pourrait être en autodestruction. On ne le fait pas, ça, aujourd'hui. Ouais. Et en vrai, les mails sur un serveur, c'est hyper énergivore. Ok, alors Alexandra André va terminer cette interview par l'interview express. Avec mes questions très binaires. Donc oui ou non, la French Tech se porte bien selon vous? La French Tech se porte très très bien. Ok, malgré la baisse de levée de fonds. Pour ou contre inciter les startups à rentrer en bourse? Moi, je pense que c'est bien quand on n'arrive pas à lever des fonds autrement, mais la bourse est très contraignante, oblige à donner beaucoup de données marché à ses concurrents, et parfois on n'aime pas trop ça, et ça prend du temps et de l'argent. Alors, vrai ou faux, c'est un monde insuffisamment transparent, celui des startups et des levées de fonds? Finalement, on a du mal, même aujourd'hui, à compter les licornes. On ne sait plus exactement quelles sont leurs valorisations. Ça, c'est normal. Hein. Là, les gens ne vont pas dire qu'ils ne sont plus licornes. Mais non, je pense qu'il l'a été, mais qu'il l'est de moins en moins. Parce qu'il y a certaines startups ont donné le pas sur la transparence, et ça commence à venir. J'aime ou j'aime pas cette phrase de Startup Nation? Moi, j'adore. Ce slogan vous plaît? Je trouve ça hyper chouette. Okay. Je trouve que ça porte un pays, et ça montre qu'on avance, qu'on est moderne et qu'on va dans la bonne direction. Et regardez, au CIS, en général, on est toujours la plus grosse délégation. Bon, alors, vous y croyez ou pas à l'objectif du président de la République d'atteindre les 100 licornes d'ici à 2030? Non, je n'y crois plus. Je pense que ça va être très compliqué. On va atteindre des boîtes qui vont faire plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc les décacornes. Mais les licornes, en termes de valorisation, je pense que ça va être différent. Allez, une dernière. C'est mieux ou moins bien les relations entre les grands groupes et les startups, vous nous en avez parlé. Mais ça s'améliore ou pas? Ça s'améliore. C'est long, mais ça s'améliore. Ouais. Je vais être positive. Progrès, mais lent. Mais lent. Ok, merci beaucoup Alexandra André, directrice générale de la French Tech Grand Paris. À suivre dans Smart Tech, on a un rendez-vous avec la donnée soutenable, justement. On termine cette édition avec notre grand rendez-vous sur le monde de la donnée, tenu par le Cercle de la Donnée, et en particulier aujourd'hui Mathieu Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Mathieu, avocat, vice-président de ce Cercle de la Donnée, qui s'apprête à publier une étude consacrée à l'empreinte des données sur le vivant. Une douzaine d'experts qui ont mis à jour cette empreinte matérielle des données. Cette étude, elle a vocation à interpeller les citoyens, mais également les pouvoirs publics pour aussi leur proposer des solutions, solutions pour infléchir cette trajectoire actuelle qui vous semble pas tenable sur le long terme. Alors, parmi ces propositions, il y a celle-ci, éduquer le public à une pratique soutenable de la donnée numérique. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, mais peut-être déjà nous parler de ce qui est à l'origine de cette idée. Absolument. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, cette idée, en réalité, elle nous est venue, si on remonte à l'origine, de la loi de Gabor. Vous savez, cette loi, c'est la loi selon laquelle tout ce qui peut être fait techniquement le sera. En réalité, c'est une loi qui, grosso modo, dit on fait d'abord et on réfléchit éventuellement après. Alors, c'est une loi qui est relativement funeste si on voit aujourd'hui certains grands dérèglements qui ne sont plus tenables. En réalité, au Cercle et dans cette étude, je crois qu'on a été convaincu qu'il faut renverser cette loi. Et pour renverser cette loi, il faut d'abord prendre conscience de l'empreinte de la donnée sur le vivant. Et c'est une empreinte qui est préoccupante dans 3 dimensions. Tout d'abord sur les ressources naturelles. Le numérique consomme beaucoup d'électricité qui entre en conflit avec des consommations électriques pour des besoins primaires, se chauffer, se déplacer, se nourrir. Deuxièmement, il y a une empreinte sur la biodiversité, puisque le numérique est tout sauf immatériel. Il entraîne l'artificialisation des sols, la construction de data centers, la destruction d'espaces naturels. Et troisièmement, une empreinte sur la santé humaine, psychique d'abord, ça on en parle de plus en plus, les problématiques de dysrégulation émotionnelle notamment et d'addiction, mais aussi sur la santé physique avec les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, la sédentarité. Alors, une fois qu'on a bien pris conscience de cette empreinte, en réalité, il faut y aller assez fortement sur cette prise de conscience parce que ça a été longtemps encouragé par un discours ambiant, l'usage immodéré des services numériques. Et donc, cette prise de conscience, pour prendre conscience de cette empreinte, rien de tel nous a semblé, en tout cas, que l'éducation des plus jeunes et l'information du plus grand nombre.
Voilà pourquoi cette seconde proposition, il y en a 5 au total, s'inscrit dans l'étude et elle fait partie du volet éducatif de l'étude qui compte 2 autres volets, un volet économique et un volet service public. Alors cette proposition aussi, je dois le dire, elle essaye de tirer les leçons de certains rendez-vous manqués dans le passé, de rencontres entre la législation, entre la loi en fait et le public. Et je vais parler du rendez-vous manqué, à mon sens, entre le RGPD, la loi informatique et liberté, et le public. Dans les années 70, il y a une élite en France qui a pris conscience de manière très anticipatrice, en fait, des risques de l'informatique sur les libertés publiques et sur les droits fondamentaux. Il est clair qu'elle était visionnaire, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'informatique menace effectivement, dans certains cas, la liberté et parfois même la démocratie, peut déstabiliser certains pans de la démocratie. Le problème, c'est que ce qui a manqué, c'est qu'il n'y a pas eu d'instruction, il n'y a pas eu d'adhésion du public, et donc ça a généré une inconscience, une indifférence et une impunité. C'est-à-dire que comme les gens n'ont pas été suffisamment instruits du sujet, comme on pourrait le faire pour la sécurité routière, par exemple, ou pour le tabac, eh bien cette loi, elle a semblé au mieux très enquiquinante, et au pire, inexistante. Et donc, elle a été très peu appliquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le mal est fait en matière de droits fondamentaux et la pente à remonter est longue et lourde. Donc, on aimerait, là, en l'occurrence, pour l'empreinte sur le vivant, prendre conscience rapidement, puisque ça y est, les effets sont palpables, et faire adhérer le public à ce sujet. Sachant que, pour terminer, cette proposition ne part pas de rien, puisque la loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique, la loi RIN, votée en novembre 2021, impose déjà, elle est entrée en vigueur, cette loi, de sensibiliser dès l'école et jusqu'au dernier degré universitaire, d'une part à la sobriété numérique, ça c'est pour les consommateurs de numérique, et d'autre part, ça c'est pour les fournisseurs de numérique, c'est-à-dire les futurs ingénieurs, à l'éco-conception des services numériques. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus quand même sur cette proposition d'une utilisation soutenable de la donnée ? Bien sûr. Alors, deux dimensions à cette proposition. D'abord, éduquer les ingénieurs de demain, à l'éco-conception des services et des produits numériques. Alors, cette première dimension, ça consiste à développer une filière numérique soutenable et à organiser sa professionnalisation, alors notamment en intégrant un volet numérique responsable dans toutes les formations, notamment la formation ingénieur. Deuxièmement, en conditionnant le financement public des formations à l'existence de modules de formation d'éco-conception. Troisièmement, en créant une certification éducation numérique pour professionnaliser les métiers reconnus et les sensibiliser à la loi, notamment à la loi RIN. Et enfin, en développant une filière, et ça c'est très important, une filière de la seconde main pour les objets connectés. En fait, je crois que dans le numérique, il faut vraiment mettre le paquet sur la durabilité des équipements. C'est très important parce que l'IoT peut générer des milliards de déchets. Donc il ne faut absolument pas que ça soit le cas. Ce serait terrible. Il faut absolument que l'IoT génère des produits durables, qu'on recycle, qu'on répare et qu'on réemploie. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, elle s'adresse cette fois-ci à vous, à moi, au grand public, en fait. C'est de faire de l'éducation à la sobriété numérique une grande cause nationale en l'introduisant littéralement dès l'école primaire, peut-être dans le module d'éducation civique, ou bien peut-être d'en faire une matière à part, de responsabiliser, ça vous allez être sensible, la presse sur ce sujet-là, et enfin d'éduquer à l'usage des écrans dès le plus jeune âge. Merci beaucoup Mathieu Bourgeois. J'imagine que ce sera largement détaillé dans votre rapport à venir. Mathieu Bourgeois, avocat, vice-président du Cercle de la Donnée, était dans Smart Tech. Merci encore. Et puis merci à vous de nous suivre sur la chaîne Bismart et également sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite pour de nouvelles discussions sur la tech dans Smart Tech.